Difficile de faire plus cliché pour commencer que de dire que toute une génération qui a aujourd'hui entre 30 et 40 ans a été élevée pour le meilleur et pour le pire près du Club Dorothée et exposée massivement aux dessins animés japonais. Et comme tout cliché, celui-ci a sa part de vérité. Une bonne partie de la génération née à la fin des années 70, début des années 80 est aujourd'hui active, créative, nourrie par une passion inaltérée pour le Japon. Certains sont devenus dessinateurs, scénaristes, traducteurs, producteurs, éditeurs, journalistes. Depuis 10 ans, certains auteurs essaient de s'exprimer dans le format de prédilection de la bande dessinée japonaise, le format manga, pour ce que cela peut vouloir dire. Et la liste est longue. Sans vouloir être exhaustif, on pouvait croiser à Japan Expo de nombreux artistes rassemblés sous la bannière French Touch. Aurore, Jenny, Patricia Lifung, Thomas Bouvray, Patrick Sobral, Shonen, Guillaume Stey, Vald, Nicolas David, Malek et bien d'autres. Et encore, on ne parle pas ici des artistes qui veulent rester dans la liberté du fanzina ou qui n'ont pas encore franchi le pas de l'édition professionnelle. Japan Expo mettait en avant cette année une communauté de dessinateurs et d'éditeurs qui a su s'affranchir des frontières culturelles de son pays au travers de plusieurs conférences, d'une exposition dédiée et d'une fresque hommage commune. Les plus audacieux de ces artistes ont pu s'installer au Japon pour se faire une place dans le marché hautement compétitif de l'animation japonaise. Ils ont même lentement contribué à faire changer certaines mentalités. Certaines sociétés japonaises sont désormais activement à la recherche d'artistes internationaux pour certains de leurs projets, comme c'est le cas pour Kaneko Fumio, producteur chez Satellite. 日本人のクリエイターも、才能のあるクリエイターたちと一緒に仕事をしたいと思っています。でもっと、日本に来て仕事をしてくれるクリエイターがいればそれはとても良いことだと思っています。いろんな国のいろんなクリエイターと、ジャパニメーションって言われてますけどなんだろうきっと日本で作ればどういうスタッフが入っていろんな仕事をやってもジャパニメーションなんだというふうに思っています。Katsuka reviendra en détail un peu plus tard sur le projet Furan-Sujin Connection, mené entre autres par Thomas Romain, Stanislas Brunet qui travaille également au studio Satellite et Eddie Meong. Chacun a d'ailleurs pu participer à des conférences durant le salon ou encore animer des masterclass sur leur expérience professionnelle au Japon. Du côté français, les éditeurs eux aussi sont désormais prêts à tenter de nouvelles expériences après des années de tâtonnement. C'est ainsi que sur le stand Glénat, on pouvait trouver deux de ces initiatives aux côtés des poids lourds du genre. Cette année pour Japan Expo, comme tous les ans, vous avez tous nos plus grands titres, One Piece, Bleach, Ajin, et aussi on a mis un grand accent sur Tokyo Ghoul, donc avec une nouveauté, un petit artbook et un grand espace Tokyo Ghoul qui est un peu plus loin, où vous pouvez voir une expo de planches et faire plein d'activités tout autour de la licence. Et également, on a profité de l'occasion pour vous présenter quelques nouveaux auteurs, par exemple Linko, qui est une auteure japonaise qui a fait un shoujo exclusivement pour Glénat. Ayakashi, qui est un nouveau titre de Vanra avec un scénariste Izu, donc c'est une production purement française. Avant de revenir sur Ayakashi, Linko était présente sur le salon. Glénat est allée chercher une mangaka japonaise pour réaliser un titre spécifiquement pour le public français. Bonjour. リンコです。ラピシアンという漫画を描いてます。ジャパンエクスポに招待していただいて本当にありがとうございます。緊張したけど結構サイン会はすごい楽しいです。結構読んでくれて直接感想をいただけるのでそれがちょっと頑張ろうと思います。La mangaka, assez timide, a pu tout de même côtoyer le public français, entre autres durant une masterclass. Son trait léger et plein de sensibilité a été repéré directement par Glénat. Je connaissais Linko de par ses illustrations qu'elle postait souvent sur les réseaux. On a discuté ensemble très amicalement et puis j'ai découvert qu'elle savait aussi faire des planches de manga sublimes. De là, je lui ai proposé d'éditer en France, de ne pas gaspiller son talent. Et le projet a commencé comme ça. Elle m'a présenté son idée de l'univers de Lapician, que j'ai trouvé super. Des esprits, des dragons, que demander de plus. Et après, je l'ai laissé vraiment laisser son imagination aller. 何種類か出たうちで、これがいいんじゃないかというところと、あとはそのネームっていう下書きみたいなのを一回提出して、ここは分かりづらいとか、ちょっとフランスの人言い回しとかにちょっと分かりづらいからこうした方がいいんじゃないかっていう意見はいただいたんですけど、それ以降はもう
自由に書かせていただきました。結構、日本だとその一冊の本になるまでに結構だいぶ時間がかかると思うので、新人からずっとやってて、だけどこっちはフランスの方は雑誌自体がその漫画雑誌とかがないっていうことで、最初から一冊を前提で出すっていうところで、そこは大きな違いかなと思いました。で、結構フランスだとそのおかげで結構新人とかでも長めのお話が書けるのがもうすごいいいのかなって思いました。L'autre projet mis en avant par Glénat était Ayakashi, un titre créé par deux Français. Guillaume d'Horizon, ici sous le nom de scénariste Izu à la base de l'univers, et Vanra, co-scénariste et dessinatrice, qui a fait un travail d'adaptation sur le monde et l'histoire que lui a proposé son co-auteur. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire du médiéval fantastique japonais. Entre guillemets, Game of Thrones dans un Japon médiéval fantastique, voilà, pour faire très simple. Et on a essayé de mélanger tout ça, et à partir de là, voilà, j'ai proposé les bases d'Ayakashi. Bon, ça a mis 3 ans, ça s'est pas fait en 5 minutes. Mais voilà, l'idée est vraiment partie de là. Nous, l'idée était vraiment de se dire, voilà, on va jusqu'à Sekigahara, donc vers 1600. Le Japon, dans notre récit, c'est le Japon qui a toujours existé, donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup documenté. Et nous, on place une uchronie en 1600. On dit, voilà, les Toyotomi ont pris l'avantage contre les Tokugawa, ce qui fait que les Tokugawa n'ont pas, 15 ans plus tard, installé le shogunat, etc. Donc on renverse l'histoire du Japon, et on part d'une hypothèse, qu'est-ce qui se serait vraiment passé si les Tokugawa n'avaient pas pris l'avantage de Sekigahara. C'est ma façon particulière d'écrire, c'est-à-dire de partir du réel, partir de l'histoire réelle et de l'amplifier, que ce soit dans le fantastique ou la science-fiction, en partant de bases réelles, mais qu'on va exagérer. Les gens savent vers quoi on va, et ça, c'est un style d'écriture que, généralement, n'emploient pas les mangaka, tout simplement. Donc c'est du manga japonais, mais avec un apport de façon à l'écrire plus occidentale. Le projet a mis plusieurs années à se développer et à se mettre en place. Un temps qui aura permis à chacun de trouver un compromis qui permettait à l'autre de travailler de manière épanouissante. Sans compter les nombreux projets supplémentaires sur lesquels il travaille en parallèle. Et à la base, comme je suis une auteure qui est complète, qui fait à la fois toujours ses scénarios et sa mise en page comme les dessins à l'intérieur de ses séries, moi j'ai pas réussi à m'adapter, puisque pour moi on n'avait pas forcément la même visée de la mise en scène. C'est qu'on a fait un compromis sur le fait que lui serait l'auteur de l'idée originale, puisque le projet vient de lui. Et sans lui, il n'existerait pas. Et puis, il me laissait carte blanche pour mettre en scène, finalement, son idée originale. Donc il fallait que moi je me mette en retrait, que je lui livre ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire l'étape d'un séquencier. D'accord ? Un séquencier n'est pas détaillé page par page, donc ne détaille pas la narration. C'est voilà ce qui se passe, voilà, séquence par séquence, chapitre par chapitre, mais pas page par page, case par case, donc pas dialogue. Et à partir de là, Vanra va s'approprier ce séquencier et va le traduire en manga avec ses textes, c'est pour ça qu'elle est en scénariste du récit, comme elle a envie de le traduire. C'est une collaboration qui était une première pour moi, c'est nouveau, et c'est assez rigolo. Pour de nombreux auteurs japonais, faire un album en couleur de 46 pages en grand format est généralement une marque de prestige. A l'inverse, cela fait un moment que de nombreux auteurs français veulent faire des albums en noir et blanc, à la narration dynamique et à la pagination conséquente. Et c'est alors qu'un léger problème d'identité qui dure depuis une dizaine d'années survient pour définir ces objets métissés. Chaque auteur a sa manière de concevoir ce qu'il fait, à commencer par Renaud Lemaire, un des vétérans de cette hybridation qui fêtait cette année sur le stand Pika les 10 ans de sa série Dreamland. Moi j'appelle Dreamland mon petit manga, parce que j'ai quand même un rythme assez soutenu, et quand je parle avec des auteurs franco-belges en dédicace, j'ai pas forcément le même quotidien, tu vois, je me reconnais pas forcément dans le quotidien et dans la pression et le rythme des pages à fournir. Pas forcément non plus avec les mangaka jap, c'est l'entre-deux, tu vois. Je dis que c'est du manga parce que ça a la pagination, le rythme de parution et le découpage manga. Le graphisme aussi, je pense, c'est quand même plus manga que franco-belge. Et donc voilà. Je fais du manga, clairement, c'est pas du tout un format bande dessinée. Après, je fais du manga, mais en étant en France, donc je fais du manga français. On peut appeler ça tout simplement comme ça, je crois. Parce qu'après, si c'était de la bande... Non, je faisais avant de la bande dessinée. Mais bizarrement, quand je faisais la bande dessinée, on me disait tu fais du manga, sauf que c'était 46 pages, c'était en couleur, la narration n'est pas du tout la même et tout. C'est toujours un peu dur de pouvoir se réduire dans des cases. En gros, je me considère comme auteur-réalisateur. Plus je fais de la bande dessinée, plus je me sens auteur de bande dessinée, parce que tu as un vrai rythme, tu es obligé de faire une page par jour, tu es obligé de penser tout en cases et tout. Mais à la base, je me considère comme un réalisateur, dans le sens où je storyboard, je réfléchis en valeur de plan,
fait partie d'une génération qui avons beaucoup mangé du Japon et qu'on a envie de le partager, mais entre nous. Et si je fais un manga, c'est pas pour les Français. Si c'est pour les Français, c'est pas pour les Japonais. C'est ça que je veux dire. Chacun a donc sa façon de définir son travail. Le salon, pour sa part, les avait tous rassemblés sous l'appellation French Touch. Il est sûrement rassurant pour les auteurs de découvrir qu'ils ne sont désormais plus seuls et qu'il existe bien une vraie communauté partageant à peu près une même vision. Mais plutôt que de se torturer les méninges à essayer de trouver un néologisme ou une définition parfaite, parfois les expressions les plus simples sont les plus efficaces. Moi j'appellerais ça du manga de création. Aujourd'hui le phénomène c'est pas que des éditeurs font du manga avec des Français. Le phénomène c'est que des éditeurs ils avaient compris depuis longtemps, mais pour des raisons multiples, ils le faisaient pas, sans doute économiques. L'avantage du manga de création, c'est-à-dire de prendre des auteurs, de ne pas faire de la traduction, ce n'est pas de l'achat de droits à des ayants droit japonais, c'est de prendre des auteurs et de faire de la création. La réalité, c'est que c'est surtout les éditeurs français qui tentent ce genre d'expérience, parce que les éditeurs français de manga sont beaucoup plus puissants que nos compatriotes européens, parce que le marché est plus puissant en France. Et donc, comme ce sont les éditeurs français qui font ce genre d'expérience, généralement, ils vont aller vers les auteurs français qui sont plus proches d'eux. Peu importe le pays, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les éditeurs, enfin, font du travail avec des auteurs et sont plus simplement acheteurs de droits, en fait. Même s'il faut respecter le métier, parce qu'on est bien content de lire ces mangas japonais. Il y a 10 ans de cela, Renaud Lemaire a essuyé les plâtres de l'édition d'un de ses mangas de création. Conscient de ses erreurs, il est tout de même toujours présent avec la même énergie en 2016. Il y a 10 ans, c'était trop tôt. C'était clairement, tu le vois, j'étais pas prêt graphiquement quand on voit l'évolution. Donc du coup, c'est plus que... c'était un test il y a 10 ans, il y en a qui ne sont pas relevés, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont essayé. Et donc le public n'était pas encore prêt, donc Pika a voulu tester, c'était clairement du test. Il y a 10 ans, se présenter et faire 200 pages en 7-8 mois, ça faisait peur. Moi, comme je suis pas quelqu'un qui est du monde de la franco-belge, je suis pas du fanzina, tu vois, je dessinais tout seul dans ma chambre, je suis pas quelqu'un qui se pose trop de questions. Donc j'y suis allé, voilà, je suis allé au charbon, ça c'est sûr, je me suis bien fait élaminer, sans comprendre pourquoi, mais au moins ça a permis, c'est ma naïveté qui a fait que j'y suis allé et que j'ai continué, tu vois. Il n'était pas le seul à vouloir raconter ses histoires grâce à ce format. D'autres auteurs attendaient la maturation d'un marché, d'un public prêt à accepter leurs œuvres, tout en continuant leur chemin artistique quoi qu'il arrive. Un vrai shonen en quelque sorte. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'auteur de bande dessinée, c'était il y a plus de 12 ans. C'était en 2002, donc oui, bien plus de 12 ans. Dès le départ, je voulais faire du manga. Parce que j'ai été élevée au Club Dorothée et tous les animés, donc ce que j'aimais, c'était vraiment ce format-là, ces histoires-là. Mais à l'époque, c'était pas possible pour les auteurs d'être édités parce que le public ne suivait pas, les éditeurs ne voulaient pas prendre de risques. Ce n'est qu'assez récemment qu'ils commencent à sortir un petit peu des sentiers battus. Donc enfin, j'ai pu signer au format manga et enfin, je peux faire ce que j'aime. En retombant dans les mangas, je me suis dit, c'est ça, c'est ce format-là que je veux essayer. Quand il s'agit du coup de créer un nouveau projet, après, à un moment donné, d'abord j'ai essayé de faire une BD. Qui s'appelait Anatori, qui était une BD très influencée manga, mais c'était encore un format BD. Je me suis trompé, je pense, en le faisant, parce que j'avais toutes les influences Japon, Japanime et tout, mais pas le format qui allait. Du coup, 46 pages, c'était pas assez. Après cet échec, je me suis dit, bon, j'ai raté mon coup, j'ai pas eu assez de place pour raconter ce que je voulais. Avant de m'arrêter, je vais faire un vrai manga. Et voilà. Ça marche mieux. Pour Tony Valente, cela marche même tellement bien que son titre Radiante est également édité au Japon aux éditions Asuka Shinsha. Il aura fallu 10 ans d'évolution et de tentatives diverses pour que les influences soient finalement digérées à différents niveaux. 10 ans pour que les conditions se réunissent afin que ces auteurs puissent enfin s'exprimer de la manière qu'ils souhaitaient. L'évolution s'est faite, c'est ça qui est bien avec Dreamland et qui fait, enfin bien, c'est le bilan que j'en tire, c'est l'évolution d'un auteur, d'une série, d'un éditeur, d'un lectorat et d'une mentalité, quoi. Ouais, c'est beau.